Il faut continuer d'innover et il faut tuer aussi des fois quelque chose qui a bien marché dans le temps parce que sinon on n'avance pas et les gens sont lassés. C'est un de nos piliers, hein, c'est d'essayer de mettre des nouveautés le plus possible, que ce soit par l'offre avec quelque chose de nouveau ou par le produit avec des features. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Product Leader Stories où j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin qui travaille chez Winamax. Benjamin, merci pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode. Ce que je te propose, c'est traditionnel chez nous, c'est de te présenter, de t'expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais chez Winamax. Ok, avec plaisir. Merci de l'invitation déjà. Ça fait plaisir de venir échanger et parler un peu de produits. Donc Benjamin, 37 ans, j'ai fait toute ma carrière chez Winamax. Pour donner un peu l'évolution de mon parcours, donc j'ai fait mes études qui n'ont rien à voir avec du produit. Moi j'ai fait Sciences Po, donc des études très généralistes. Je préparais les concours de la fonction publique et à un moment j'ai vu une offre chez Winamax de trader en paris sportif à l'occasion de la Coupe du Monde 2014. C'était au moment où Winamax lançait du coup cette activité. À la base c'était un site de poker qui a lancé le pari sportif en 2014. Donc je les ai rejoints là à ce moment-là. Je suis tombé dans une boîte d'une 50aine de personnes avec l'esprit très start-up, pas beaucoup de process. Au bout d'un an, j'ai très vite évolué en rejoignant le premier product manager de l'entreprise, qui s'appelle Aurélien Ghiglini, qui était le premier salarié et qui est le salarié historique sur le poker, entre guillemets, mais on faisait un peu d'autres sujets. La partie trader en paris sportif, elle était aussi intéressante sur le produit, parce que comme c'était un lancement, on avait aussi un peu travaillé des interfaces et pas que, on va dire, les cotes, ce que fait un trader traditionnellement. Au bout de quelques années, moi j'ai un petit peu poussé sur l'évolution et lui il est devenu responsable innovation, donc il chapeautait les deux activités, et poker et paris sportif, pour moi me laisser un peu grandir et du coup moi avoir la responsabilité du produit sur le poker. Et en 2023, il est parti définitivement et du coup on a un peu splitté en deux activités comme un peu, on pourrait dire soit des business units où j'ai un rôle à la fois un peu transverse de head of product, mais aussi il y a la partie offre et marketing sur le poker. Sur Voilà. le poker Ouais. uniquement, donc tu Voilà. as un équivalent côté paris sportif. Exactement, j'ai un équivalent avec qui on travaille pas forcément exactement de la même façon. Les deux divisions, on va dire, sont un peu autonomes, mais évidemment on échange les bonnes pratiques, mais on est un peu organisé un peu différemment, quoi. Et juste pour comprendre un petit peu tout ça, du coup, toi, tu connais le poker, c'était joueur de poker. Moi, j'imagine pour rejoindre une entreprise venant de Sciences Po, c'est pas trop Voilà. le pédigré. Exactement, je me suis mis au poker pendant mes études pour jouer un petit peu. Pendant la période où je savais pas trop quoi faire après Sciences Po, justement, je jouais pas mal. Et évidemment, quand on est recruté dans une entreprise comme ça, ils regardent, je jouais chez Winamax, ils regardent le profil, si on a un bon joueur ou un mauvais joueur. J'ai beaucoup joué jusqu'on va dire à la période du confinement. Maintenant, je joue un petit peu moins parce que comme c'est vraiment mon métier, j'ai besoin aussi de faire un peu une pause après le travail. Mais je reste en contact avec beaucoup de joueurs. C'est ce qui fait aussi la force, c'est de travailler sur un produit. On est nous-mêmes vraiment utilisateurs experts. Ça permet d'avoir des bonnes intuitions. Ouais, ce que j'allais dire, tu avais une connaissance métier en fait qui a été un actif pour toi pour évoluer dans l'entreprise. Exactement. Ok, chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette répartition en deux pôles, un peu les activités du coup numériques de Winamax et peut-être, j'imagine que ça va avec le business et avec l'offre, comme tu disais. Pourquoi regrouper produits numériques et offres qui sont parfois séparés dans des entreprises? On a souvent business owner, product manager, product owner. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes organisé et pourquoi ce choix-là? Ouais, alors peut-être que quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que du pari sportif en ligne et du poker en ligne. Donc Oui, du coup, c'est full digital. C'est un pure player. Voilà, c'est un pure player. Et nous, du coup, on est du B2C, direct sur les consommateurs. Donc en gros, c'est le produit qui lead un peu le business, on va dire. On a vraiment ces deux parties bien séparées où on fait Donc on a défini aussi des KPI comme chez tout le monde avec aujourd'hui
KPI numéro un, c'est d'avoir le maximum de nombre de jours actifs et pas le chiffre d'affaires qui va avec, parce qu'on se dit que plus on a de jours actifs, plus le chiffre d'affaires va monter à long terme. Donc c'est d'essayer d'avoir un raisonnement long terme. Du coup, 100% de vos revenus viennent des produits en ligne, Exactement, digitaux. 100%. Donc en fait, vous êtes organisé verticalement et Exactement. vous rassemblez marketing, équipe ou force commerciale. Voilà. Même si c'est du B2C, il n'y a Voilà. pas de commerce en tant que tel. Voilà, on va dire qu'il y a ces deux divisions où dedans il y a quand même du produit et de l'offre. Donc ce qu'on appelle de l'offre, ça peut être aussi considéré comme du produit ailleurs. Par exemple, on fait des choses très différenciantes. On va travailler avec des marques comme Monopoly. On va faire une promotion pendant un mois qui va s'appeler Expresso Monopoly. Donc sur un de nos produits, les joueurs vont jouer et vont collectionner aussi des cartes et vont avoir des rewards en fonction de leur activité de jeu. Donc ça, c'est le produit qui le lead. Mais à côté, il y a aussi quand même du marketing qui va s'occuper de la relation client. On a un head of growth qui pilote beaucoup l'acquisition. On a aussi toute cette structure marketing. Et on va dire que Winamax, c'est pas très, pas très organisé, mais on n'est pas très process. On est beaucoup dans la collaboration avec les gens. Quelqu'un qui va avoir une bonne idée, on va se dire, OK, ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, peu importe qui la propose. Très clair. Et du coup, peut-être l'organisation globale, et peut-être après un zoom sur ta partie sur le volet poker, est-ce qu'il y a des équipes tech intégrées avec vous? Si oui, combien vous êtes? Voilà. T'évoquais quelques métiers, peut-être nous retracer un peu tout ça. Moi, quand je suis arrivé en 2014, on était une cinquantaine. Aujourd'hui, on est entre 400 et 450. Donc il y a eu une grosse croissance, notamment depuis 2-3 ans, parce qu'on s'est développé à l'international. Avant, on était que sur le marché français, maintenant on est en Espagne et en Allemagne. Bientôt, on va aller en Italie et aussi au Portugal. Donc ça, c'est pour donner des grosses ordres d'idées. Certaines entreprises tech sont organisées avec le produit où il y a les devs et le design ensemble. Nous, on est, on va dire, partagés. Donc les gens qui travaillent sur le produit ont un head of product, en l'occurrence moi. Les développeurs, il y a énormément d'équipes différentes parce qu'il y a beaucoup de complexité sur le poker avec du front, du back-end et il y a même une équipe back-office qui ont, eux, chacun par spécialité, un head of front-end, un leader, voilà, on va dire un product leader. Et au-dessus, il y a encore, on va dire, un VP Engineering et le design, exactement la même chose. Donc, on n'est pas rattaché, on va dire, de manière hiérarchique, mais évidemment de manière fonctionnelle, on collabore ensemble tout le temps. On est organisé un mix entre, on va dire, une organisation projet et une organisation qui, on pourrait dire, par squad. À la base, moi j'étais le premier, enfin, on va dire, on était deux product managers, donc on faisait un peu tout, tous les deux. Et on briefait les équipes, les devs, et tout se faisait un peu avec une roadmap un peu, on va dire, très artisanale. On pouvait changer la roadmap tous les 3 mois en fonction de ce qui se passait, voire même avant. On donnait très flexible. Voilà, extrêmement flexible, et on essaye de rester extrêmement flexible. On pense que c'est une de nos forces de pouvoir sentir un peu ce qui se passe, de voir, ah bah il y a tel projet qui a bien réussi, bon, allez, on met tout là-dessus. Donc on reste très flexible. Par exemple, nos designers travaillent sur les deux produits différents, alors que les techs travaillent que sur le poker, que sur le pari sportif. Ok, voilà. Et ça c'est une volonté, une force? Comment ça se fait? C'est un peu, déjà on n'avait pas de designer jusqu'à 4-5 ans on va dire, donc pendant longtemps c'était directement produit qui faisait un peu les maquettes et aussi les techs. Voilà, donc ça c'est aussi un apprentissage qu'on a, d'apprendre à travailler en trio VS. Avant ça allait très vite. Parce que, crafter, voilà, très, très crafter, très, très direct. Donc c'est un apprentissage parce que c'est différent de travailler à 3 métiers qu'à 2. Avec des contraintes qui sont différentes, avec les designers qui apportent beaucoup de choses parce que ce qu'on dit par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est quand même vachement mieux. Hein, c'est plus joli, c'est mieux pensé ergonomiquement, mais du coup, le produit aussi chez nous a vraiment un œil de design aussi parce qu'elle a été habituée à faire beaucoup de maquettes et même les développeurs. Hein, donc on a toujours repris ça et on essaye d'avoir un peu un bouillonnement d'idées. Le produit va pouvoir dire là j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et les designers et les développeurs pour s'assurer que ce soit faisable techniquement. Et à l'inverse, d'avoir des boucles de rétroaction assez rapides. Voilà. Très clair. Je comprends de ton parcours que tu es quand même assez historique dans la boîte. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as l'information, mais j'imagine du coup que si tu es rentré product manager, c'est un peu une boîte qui est product nativement. Ou pas? Et justement, est-ce que tu as vu une pratique du produit évoluer avec le temps et quelle est-elle peut-être aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Déjà, est-ce qu'on est natif sur le produit? Je suis pas sûr, parce que déjà, nous, on utilise beaucoup chef de produit, par exemple, alors que c'est quelque chose qui est pas très moderne, on va dire. Non, je pense que
nous, on a toujours, enfin, en tout cas, mes fondateurs ont toujours pensé que c'est les experts du produit qui devaient prendre des décisions, donc en l'occurrence, les joueurs de poker ou les joueurs de paris sportifs. Pour les paris sportifs, avec vraiment, au départ, on était vraiment sur une. Voilà, on pense qu'il faut développer telle feature, Très centré utilisateur. très centré utilisateur, juste toujours en retour utilisateur tous les jours, énormément de discussions avec les utilisateurs, soit via les forums. Avant, on avait un forum de poker où on avait tous les utilisateurs dessus, on échangeait avec eux, on prenait tous les retours. Et après, pour moi, c'est le travail du product manager de dire, OK, ça c'est un bon retour, effectivement, on va l'appliquer, on peut l'améliorer. Ou justement de mettre le retour utilisateur de côté en essayant de séparer le bon grain de livret. Et c'est là où, voilà, pour moi, il y a beaucoup d'intuition produit, où en étant joueur, en étant en contact des retours tous les jours, et vraiment ça, tous les jours, on arrive à avoir vraiment une bonne intuition. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait que Winamax était différenciant vs ses concurrents, par exemple. Très clair. Et justement, c'est hyper intéressant ce rapport intuition versus des démarches très normées, très encadrées. Donc, je comprends que vous mettez plutôt le paradigme sur l'intuition. Moi, j'y crois pas mal aussi et je comprends ce volet-là, mais à quel point tu tombes pas dans le chaos, à quel point tu vas pas trop loin dans l'intuition, voilà, et notamment à 50, ça peut-être ça marche bien. Curieux de savoir justement à 400, 450 comment ça se passe et comment vous arrivez à garder cette folie, se déstructurer, l'esprit startup comme tu le disais, tout en tombant pas dans le grand n'importe quoi. Alors, c'est effectivement le gros challenge de l'entreprise aujourd'hui, notamment depuis le départ du premier product manager qui, lui, je pense, était vraiment naturellement avec cette intuition. Donc, moi, il y a une question que je me suis posée, c'est comment j'arrive à retranscrire son intuition et moi, comment je travaille avec lui aux autres, aux product managers qui sont arrivés après. Donc, ça, j'ai essayé de beaucoup réfléchir à ce que c'était l'intuition produit. Pour moi, l'intuition produit, elle repose sur trois choses. Avoir extrêmement d'empathie envers les utilisateurs. Arriver à se mettre à leur place, essayer de penser comme eux. Ça, je pense, c'est fondamental. Deux, c'est la connaissance du domaine. Regarder le marché, les concurrents, les évolutions technologiques, l'évolution de la société, même puisque ce qui se passe dans la société, par exemple, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, réduire le temps de vision des vidéos ou même de passer de plus en plus de temps, on a la même chose au poker. Et la troisième chose, c'est d'essayer de la créativité, essayer d'être innovant. Et ça, c'est, je pense, la partie la plus difficile du métier, d'arriver à trouver des solutions élégantes et différenciantes des autres. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'ai essayé de, on va dire, transmettre aux gens qui sont arrivés après. Et pour ça, c'est des discussions, c'est aussi un peu de craft qui se fait au fur et à mesure. Et oui, aujourd'hui, ça peut être le bordel par moment, mais on préfère être un peu côté bordel que côté trop process. Ou pour moi, ce qui compte sur le premier rôle d'un product manager, c'est de faire gagner son produit contre les autres. Je pense que c'est ce qui doit, pour moi, tous un peu nous guider. Et après, peu importe comment, le but, c'est d'avoir des résultats et on peut sortir 10 features et il y a zéro impact. Je préfère qu'on en sorte une et qu'il y ait un énorme impact sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et après, en fonction de la stratégie, ça dépend de beaucoup de choses. J'entends l'enjeu de transmission. Comment tu sélectionnes, recrutes, parce que c'est pas évident aussi de trouver des profils peut-être créatifs ou crafters par nature. Est-ce que c'est aussi des guidelines que tu te donnes où tu te dis, quelle que soit la typologie de profil, l'accompagnement et la culture d'entreprise dénaturera la personne ou fera que comment, voilà, Alors, c'est une très bonne question aussi. Moi, je sais que je suis quelqu'un il y a plusieurs types de leaders produits, on va dire. Il y a les opérateurs un peu qui sont, je sais pas comment le dire élégamment, qui mettent beaucoup de process, qui sont d'ailleurs très bons pour scaler une boîte d'ailleurs. Bien structuré, voilà, pour bien structurer. Il y a les crafters, qui était un peu mon ex-chef, voilà, qui était vraiment. Et il y a les personnes qui ont une très bonne vision générale, avec un peu comment va être le futur. Moi, je sais que je suis plus sur la partie craft et vision. Donc, le premier que j'ai recruté, je voulais qu'il ait quand même la partie structure. Voilà, intéressant, l'inverse. L'inverse, parce que pour bien structurer aussi, je pense que c'est très important d'avoir dans une équipe des profils complémentaires. Pour que sinon, si on travaille tous avec la même idée, il faut faire comme ça, on progresse pas. Donc le premier, voilà, il a plus le profil craft et opérateur qui est très structuré, très méthodique, ce qui moi me complète très bien. Et le deuxième, il est plus, on va dire, craft et visionnaire aussi. Donc ça permet d'avoir des échanges
Et je pense que ça, dans le recrutement, c'est très important de prendre des profils qui sont à l'inverse du sien, qui vont venir nous challenger. Si on prend le même profil en mini, entre guillemets, je pense pas qu'on... C'est moins intéressant pour une équipe. C'est bien d'avoir des profils différents quand on crée une équipe. Et ça, ouais, dans les recrutements, c'est quelque chose où on pose des questions. Euh, donc, on veut évidemment que quelqu'un ait une expérience poker. Moi, comme je sais que j'ai une énorme expérience dessus, parce que ça fait longtemps, 10 ans que je suis, j'ai moins besoin de ça pour me complémentariser, exactement. Ouais. Voilà. Et donc, je cherchais quelqu'un qui était très méthodique, qui avait fait aussi du produit ailleurs, aussi pour nous apporter un peu un regard extérieur, qui avait aussi plus un profil, on va dire, parce que ça correspondait à notre stratégie du moment, nouveau joueur. Qu'est-ce qu'un nouveau joueur qui vient en poker peut nous apporter? Ah oui, presque un esprit nouveau, quoi. Voilà, exactement. C'était important pour moi. Et donc ça, c'est pendant les entretiens, on a posé des questions. C'est quelqu'un qui, je me rappelle, à l'époque, il y avait encore mon ex-chef qui a passé les entretiens. Il nous avait parlé de discovery et de delivery. Et nous, c'est deux mots qu'on connaissait, bien sûr, mais qu'on n'avait jamais employés à Winamax jusqu'à présent, quoi. Excellent. Voilà. Excellent. Voilà. Mais c'est sympa parce que malgré une culture très affirmée, vous cherchez à équilibrer les choses, comme tu dis, et tirer le meilleur de tous les mondes pour obtenir ça. Ok. C'est intéressant que tu as donné un exemple d'une question qui me venait sur la partie centrée utilisateur. Justement, tu parlais d'un recrutement, de quelqu'un avec un œil neuf, peut-être pour une nouvelle typologie d'utilisateur. Comment on fait quand on fait du poker? Alors, je ne sais pas si le poker est culturel, je connais pas trop. Pas grand-chose. Ça a l'air assez universel, mais j'imagine qu'il y a des typologies d'utilisateurs différents, d'usage, de joueurs. À quel point vous créez un nouveau produit ou des features adaptées à certains typologies d'utilisateurs? Comment on ne tombe pas dans des biais aussi, notamment si vous êtes des excellents joueurs, peut-être que vous allez avoir tendance à faire le produit pour vous et peut-être pas pour une globalité. Est-ce qu'il n'y a pas des pièges comme ça? Si oui, comment vous les évitez? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Si. Alors, pour vraiment schématiser, on a 3 typologies, vraiment, c'est vraiment schématique, hein, mais il y a le nouveau joueur qui découvre le poker. C'est-à-dire, il y a le joueur qui va venir jouer de temps en temps chez nous, qui peut être gagnant ou perdant, et on va dire le joueur un peu extrême qui joue beaucoup, qui est limite professionnel. Donc, c'est vraiment une typologie très schématique. Évidemment, le joueur professionnel, il faut l'écouter, mais il ne faut pas que l'écouter, ce qui va dire que pour lui, c'est de lui qu'on a le plus de retours tous les jours, parce que c'est un peu sa vie, il y joue. Mais s'il n'y a que des joueurs professionnels, le joueur professionnel s'arrête de jouer. Donc il faut l'écouter, mais en faisant la distinction, en ayant les 2 autres typologies en tête tout le temps. Évidemment, il y a des biais. Et par exemple, dans notre méthode, quand on développe une nouvelle feature, on essaye de la concevoir en brainstormant. On essaye de simuler les effets que ça va faire. Alors ça, je pense que c'est aussi une partie très importante du produit, c'est de simuler le premier effet, deuxième effet, troisième effet, d'aller très loin dans la... Ok, on sort ça, est-ce que ça va avoir l'impact là-dessus? Voilà, on essaye d'y réfléchir nous-mêmes avant de la sortir, parce que le coût en développement, il est très fort de features, donc on a souvent le choix entre 10 features, donc on simule. Et après, donc par exemple, nos designers nous disent, mais vous êtes biaisés, il faut faire des tests utilisateurs. Nous, on est un peu réticents, on va aller le plus vite possible. Alors, on fait des tests utilisateurs, parce que comme on est dans une entreprise de 450 salariés, on va avoir plein de gens différents. On sait lui, il joue beaucoup, lui, il joue un petit peu, lui, il connaît pas du tout le produit. On va reprendre tous ces avis-là, on leur demande, on développe. Une fois que c'est développé, on fait beaucoup de tests. Et donc là, à ce moment-là, on fait tester par l'entreprise. On a une plateforme de démo, on va dire. Et là, moi, je vais souvent me mettre derrière un peu tout le monde. Je regarde ce qui se passe. Et en fonction des retours et de l'habitude, on redéveloppe un petit peu mais on ne fait pas de tests utilisateurs avec des gens extérieurs, par exemple. Voilà. Très clair. J'ai beaucoup de questions aussi. Tu parlais que c'était un de vos axes sur l'aspect innovation. Ouais. Est-ce que je pense que vous avez créé un produit qui a été iconique, avec un gros track record, comme tu l'évoquais. Est-ce qu'on a peur après d'innover, de casser un peu son produit ou une dynamique de performance pour son produit? Voilà, c'est ma première question, mais j'en ai pas mal sur l'aspect innovation. Oui, historiquement, on a sorti, on va dire, 3 produits iconiques sur le poker. On va pas rentrer dans le détail, parce que je pense que ça va pas intéresser grand monde. Il faut continuer d'innover, et il faut tuer aussi des fois quelque chose qui a bien marché dans le temps, parce que sinon, on n'avance pas et les gens sont lassés. C'est un de nos piliers, c'est d'essayer de mettre des nouveautés le plus possible, que ce soit par l'offre avec quelque chose de nouveau ou par le produit avec des features. Pour moi, l'innovation, il y a 3 choses. Il y a améliorer l'existant, toujours essayer d'itérer, se dire comment on peut faire mieux et différemment que la concurrence. On a aussi cet axe-là, toujours faire différemment. On ne veut pas que notre interface elle ressemble à la concurrence.
La deuxième chose, et c'est dont tu viens de parler, c'est d'oublier un peu le passé. Des fois, on remet trop nos recettes qui ont marché. Il y a un moment, il faut se dire, OK, c'est en déclin, et ben, il faut qu'on innove là-dessus, c'est pas grave. Et le troisième pilier de l'innovation, pour moi, qui est l'innovation de rupture, c'est arriver à sortir quelque chose qui a jamais été créé. Alors, c'est très dur dans un contexte comme le nôtre parce qu'il est réglementé. Donc, par la loi française réglemente extrêmement le poker. Donc, on a eu plein d'idées de faire bouger des choses, mais il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Voilà. Mais le but, c'est de réfléchir en permanence à tous les paramètres possibles, d'essayer de dire si on change ça, qu'est-ce qui se passe. Meilleure façon d'innover pour moi, c'est aussi de combiner deux idées existantes qui marchent déjà. Si on arrive à les combiner, ça, et c'est ce qu'on a fait sur nos 3 grosses innovations iconiques, c'est de dire, OK, ça marche pour tel type de joueur, ça marche même ailleurs que le poker, on va essayer de les rassembler. Et je pense que c'est voilà, une des bonnes façons pour innover. Chouette, et du coup, c'était ma question, et tu en as parlé sur l'aspect réglementaire. On est dans un domaine assez réglementé. Ta capacité d'innovation, du coup, elle peut être comprimée, slash en tout cas encadrée. Quand on a un produit qui devient européen comme le vôtre, est-ce que là aussi c'est une source d'opportunité? Est-ce que vous faites des produits ISO où vous vous dites l'aspect réglementaire n'est peut-être pas le même? Alors je sais pas, est-ce que c'est le même partout en Europe ou suivant les pays, c'est assez différent? Et est-ce que vous pouvez jouer là-dessus, quitte à voilà, faire un peu d'océan bleu et ça viendra nourrir d'autres pays demain? Alors, le poker, entre guillemets, on est en ce qu'on appelle en liquidité partagée. Ça veut dire que les Français et les Espagnols jouent l'un contre l'autre. Juste pour, voilà, pour simplifier. Donc, ce qu'on fait, oui, il y a des différences réglementaires, mais on fait pas une innovation dans un pays ou qui va pas marcher dans l'autre. Sauf si vraiment ça va concerner qu'une toute petite partie des joueurs. On essaye d'avoir des innovations qui concernent tout le monde. Voilà, il y a quelques spécificités. Par contre, c'est plus sur l'offre où des fois telle promotion va être autorisée dans l'une ou on ne pourra pas faire dans tel pays. Ça, on va plus s'adapter sur le go-to-market et sur l'offre au pays. Par contre, le produit, on essaye d'avoir une base de 90% existant si c'est vraiment autorisé dans les deux pays. Mais de toute façon, on était une boîte française à la base. Tout ce qu'on a innové était français et après on a adapté au marché espagnol, on va dire. Ok, très clair, très très clair. Une autre question sur ce volet-là qui m'intéresse, c'est sur un sujet un peu plus technologique, technique. J'imagine comme toute entreprise qui gagne en maturité, qui grandit en structure, le legacy augmente Oui. sur tous les plans. Et comment on fait pour rester innovant alors que, est-ce que c'est un sujet pour vous avec du legacy qui de facto va augmenter aussi? Oui, c'est un très gros sujet. Par exemple, aujourd'hui, la plateforme de poker, elle a plus de 15 ans. Sur la partie back-end, eh ben, on essaye de la refaire de zéro avec une autre équipe à côté voilà, qui la refait, qui va essayer de rattraper parce qu'il y a 15 ans à rattraper. Parce que le but, c'est de refaire avec du code ce qui a été fait à l'époque pour qu'on puisse développer plus rapidement dans le futur. Et nos 2 fondateurs, de toute façon, je n'en ai pas parlé, c'est Alexandre Ross et Christophe Schemming, c'est des gens qui viennent de la tech, hein, qui sont très forts aussi, donc ils sont très présents dans ces sujets-là, voilà, dans les challenges techniques, et si la dette technique, c'est des gros sujets, donc on essaye de rester à jour, ce qui n'est pas toujours facile. Moi, dans les décisions roadmap, j'essaye de prendre des décisions qui vont être la meilleure sur le long terme, évidemment en concertation avec tout le monde. Donc si de temps en temps les développeurs disent là on a besoin de travailler là-dessus parce que évidemment il faut le faire. Nous ce qui nous guide et on a la chance et ça c'est justement vraiment un enseignement de mes fondateurs, c'est de prendre les meilleures décisions pour le très long terme et pas les 6 prochains mois par exemple. Voilà, on a refait l'application de poker par exemple sur la partie on va dire client front-end il y a 3-4 ans maintenant, c'est eux qui ont pris la décision à un moment, bon allez maintenant on va la sortir, c'est pas grave, parce que ça faisait 2 ans que c'était en démo et qu'on n'osait pas trop justement appuyer sur le bouton. Moi je leur disais, bon, on peut peut-être perdre un peu de chiffre d'affaires, finalement on n'a rien perdu, parce qu'évidemment quand ça ressort, on sait jamais ce qui va se passer, la réaction des joueurs, il y a des partis pris différents. Voilà. Ok, extrêmement intéressant. Tu parlais tout à l'heure d'un nouveau product manager qui arrivait, qui apportait Discovery Delivery. Vous en faisiez sans parler de ça. Est-ce que justement dans cette approche voilà, plus incrémentale, plus innovante, moins structurée de la démarche produit, vous suivez un cycle où vous avez des gates ou une manière d'opérer qui vous appartient et c'est lui quelle est-elle sans être dans du structuré ABCD Pas vraiment, on va dire, c'est plus, on a des séances de brainstorming, ça c'est, ouais, ça, okay, voilà. Ça, c'est ce que vous gardez, Ça c'est ce qu'on garde, des séances de brainstorming qu'on se met de temps en temps, qui sont dispo dans l'agenda, qu'on va activer ou non en fonction des moments. Si on a besoin de réfléchir sur un sujet, on va l'activer. Là, on va brainstormer, on va essayer de prendre, vraiment, c'est vraiment
C'est vraiment du craft, hein. On brainstorm, on balance beaucoup d'idées. On va garder celles qui nous intéressent. Celles qui nous intéressent, on va essayer de les simuler le plus loin possible. Là, on va se rendre compte qu'on aura peut-être une problématique design ou développeur, donc on va les mettre dans la boucle. On va leur demander. Souvent, ils vont nous regarder, vous êtes des fous, à quoi vous avez encore pensé Vous et... les embarquez pas dans le brainstorming? Pas forcément, non, on brainstorm que côté, on va dire, joueur et produit. Ok. Après, si, ça peut arriver que de temps en temps, on les embarque quand il y a besoin. Mais voilà, on va plus réfléchir en amont de notre côté avant de leur prendre du temps, puisque Ouais, ils allez, sont bien occupés. voilà, ils sont bien occupés avec la delivery. La ressource développeur, je pense que c'est partout pareil. Nous, elle est rare, donc il faut pas se tromper quand on leur prend du temps. Faut pas se tromper quand on leur dit ça va être cette feature, faut que celle-là elle ait vraiment un impact. Donc voilà, on essaye de prioriser comme ça avec ce qui peut avoir le plus d'impact pour nous, quoi, en fonction de nos objectifs du moment. Ok. Peut-être ma dernière question là-dessus, c'est du coup, est-ce qu'il y a une ou quelques règles ou quelques guidelines que tu peux donner pour faire un bon brainstorming? Comment faire un bon brainstorming vu que Ouais. du coup, tu as dû avoir Alors, envie d'en faire et ouais. à quel moment tu t'es dit ça c'est cata, il faut plus qu'on opère comme ça? Voilà. Déjà, pas mettre trop de monde dans le brainstorming. Je l'ai vu par exemple avec mon équipe au début, on le faisait à 3-4. Ok. 3, je pense que moi c'est le chiffre idéal de brainstorming, mais Intéressant. parce qu'on peut pas faire de discussion déjà. C'est l'avantage. Oui, Dès après, qu'on est c'est- 4, mais c'est que mon avis, et des fois il y a besoin de plus d'avis. Et évidemment, la personne qui va leader le brainstorming, de vraiment faire attention que tout le monde puisse être écouté, jamais couper la parole à quelqu'un, ça c'est le plus important, ça paraît basique, mais en fait on peut vite arriver dans c'est celui qui va le plus parler ou celui qui a le plus d'expérience qui pourrait dire non mais je suis sûr c'est comme ça et qui va un peu les autres vont se taire, que avoir des profils différents dans le brainstorming, de quelqu'un de très créatif, de quelqu'un de très méthodique. Nous aussi, on regarde beaucoup ce qu'il fait dans les jeux vidéo. Donc, de temps en temps, on fait venir des gens qui sont un peu experts de tel ou tel jeu vidéo pour bien gamifier, par exemple. Ouais, Ça, c'est un de nos enjeux. Voilà. Après, d'avoir plusieurs phases, qui est la première de lister toutes les idées possibles sans les juger, on va dire. Et ensuite, d'en sélectionner quelques-unes. Et quelque chose que j'ai pas dit, c'est que je pense que dans les brainstorming, les gens partent trop vite sur les solutions et passent pas assez de temps à définir quel problème vraiment on veut résoudre. Ouais. Et ça, c'est un peu C'est typique. de l'approche produit. Ouais. Voilà, dans l'approche produit, et même chez nous, hein, on est beaucoup trop dans la solution directement avant de se poser la question, ok, quel est le problème client qu'on veut vraiment résoudre? Est-ce qu'on est sûr qu'on l'a bien défini? Et même, on peut faire un brainstorming sur le problème, pour moi, où c'est un peu, je crois que des fois, on appelle ça le double diamant du brainstorm, où on donne plein d'idées sur comment on va le résoudre, et après, on réduit le problème, le champ, où on réduit à un seul problème, on en est sûr, et après, on part sur la solution. C'est clair, et là justement le design vient vous nourrir aussi, Voilà. vous alimenter là-dessus. Ouais. Mais du coup, en fait, on essaye de brainstormer en permanence. Toutes les équipes sont au même endroit dans le Yoko à Paris, donc il y a brainstorming, on va dire, officiel. Et par contre, dès qu'on est sorti, il y en a un qui va aller voir le designer pour lui en parler. On va faire brainstorming à la machine à café. Enfin voilà, c'est vraiment, on essaye d'être en permanence en bouillonnement intellectuel et en brainstorm pour voilà, toujours réfléchir. Alimenter une culture d'innovation. Voilà. Très clair. Quelle tendance, quel signe faible dans le domaine du produit ou dans votre industrie tu vois venir, évidemment sans révéler de secret de chapelle, parce que ça vous regarde, mais voilà, tu vois, tu vois un impact, tu penses qu'il va y avoir des éléments à prendre en compte Alors, sans parler d'IA, parce que je pense que c'est évident pour tout le monde que l'IA va un peu révolutionner, on ne sait pas trop comment. Moi, je pense que le design va faire vraiment la différence à long terme pour l'expérience utilisateur. Je pense qu'à très long terme, dans 5-10 ans, là, les jeunes générations sont nées avec un téléphone à la main, donc vont être beaucoup plus sensibles, encore plus au design que peut-être que des personnes de 30-50 ans, on va dire. Et par exemple, on a ce truc-là où nous, on a une base de joueurs qui est, on va dire, qui s'est mise à jouer au poker en 2005-2010 avec Patrick Bruel à l'époque, qui est plus vieillissante, mais on a plein de jeunes joueurs qui arrivent aussi, qui découvrent le poker. Et je pense que Avec voilà, d'autres codes, voilà, avec d'autres codes, et il va falloir qu'on arrive à trouver comment on répond à ces deux populations différentes. Mais je pense que ouais, le design sur l'expérience utilisateur, sur passer d'un univers à l'autre avec le pouce et que ce soit le plus fluide possible, je pense que ça va faire une grosse différence. Voilà. Et justement, ça m'intéresse sur l'intergénérationnel. Ouais. Vous avez un parti pris, est-ce qu'il vaut mieux plaire à la nouvelle génération et que l'ancienne génération s'adapte? Est-ce qu'on essaie de faire un entre-deux qui convient à tous? Parce que bon, la priorisation, c'est aussi le renoncement. Donc,
Où le guideline n'est pas. Ouais, j'ai pas vraiment de réponse définitive à ça. Je pense que nous, on essaie d'être bon partout. Donc, idéalement, il faut avoir une expérience client personnalisée qui correspond aux deux. Essayer de, voilà, pour les, peut-être, et ça correspond aussi un peu à des typologies de joueurs différentes, de quelqu'un qui est habitué et un nouveau joueur. Idéalement, il a une expérience, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais peut-être qu'il sera dans le futur. Quand il arrive sur l'application, au fur et à mesure qu'il joue, l'application s'adapte à son profil. Et voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut, dans le futur, faire la différence aussi. Très clair. Tu parlais d'un jeu, et ce sera un des derniers sujets, de gamification, qui est, je pense, important dans un jeu comme le poker, qui vient peut-être, j'imagine, nourrir les paris sportifs aussi. Tu disais que vous nourrissez beaucoup des jeux vidéo. Quelles sont peut-être les tendances, les éléments qui vous paraissent structurants et qui pourraient intéresser d'autres personnes qui nous écoutent dans d'autres industries où c'est pas forcément gamifié, on se dit, tiens, le pouvoir de la gamification est intéressant, qu'est-ce que vous en avez tiré en fait? Alors nous, on s'est toujours intéressé à la gamification depuis 10-15 ans, même avant que je sois là, on a toujours regardé ce qui pouvait se faire avant, les leaderboards, les logiques. Parce que le poker, en fait, est un jeu extrêmement intéressant, mais qui peut être lassant, dans le sens où c'est un peu toujours la même chose. Quand on est sur son téléphone ou sur son ordinateur, il peut se passer pour un joueur récréatif qui joue une table 20 secondes entre les décisions. Donc on a toujours essayé d'amener des éléments pour qu'ils ne s'ennuient pas en fait. Et du coup que ce soit même des éléments visuels, genre... alors, on a eu énormément de projets là-dessus. Je pense que si je rentre dans le détail, ça va pas être très intéressant pour tout le monde. En tout cas, nous on a toujours regardé notamment ce que fait Supercell sur Clash of Clans, sur ce genre de jeu, s'en inspirer notamment plus en matière d'interface que de leaderboard, ce genre de choses qui étaient déjà des mécaniques du poker que les joueurs aiment bien, quoi. Voilà. Très clair, très clair. Tu parlais de votre volonté d'être différenciant par rapport à la concurrence et d'apporter du nouveau et justement de ne pas avoir les mêmes interfaces. Est-ce qu'il vous est arrivé l'inverse parfois, c'est-à-dire d'avoir un concurrent qui lance quelque chose qui fonctionne, qui vous paraît être différenciant et dire là on passe de peut-être leader ou innovateur à rattrapeur ou voilà, comment vous réagissez si ça vous arrive? Alors c'est probablement déjà arrivé sur des petites features qu'on a déjà trouvées sympas, notamment par exemple je pense que il y a eu PMU chez vous il n'y a pas si longtemps. Ils avaient une feature qu'on n'avait pas qui était le lancer d'objets, c'est-à-dire qu'un joueur peut lancer un objet sur un autre. Donc ça oui, nous on l'avait pas parce qu'on avait priorisé d'autres choses, donc on l'a fait. Et toujours quand on prend une feature que les autres ont fait, on essaye de prendre du recul et se dire ok, quand elle sort chez nous. Je pense qu'en plus, c'est plus facile quand quelqu'un l'a déjà sorti. Elle est mieux que les autres, elle est différenciante, que l'expérience utilisateur soit vraiment différente et que ce soit canon et que ce soit mieux que chez les autres. C'est vraiment le parti pris qu'on a. On ne veut pas égaliser, on veut toujours passer au-dessus, même s'il y a une feature qui est sortie avant. Voilà. Très clair. Peut-être pour clôturer notre épisode, c'est quoi les grands défis pour Winamax, peut-être au global, et peut-être pour toi, pour l'équipe produit? Les grands défis, c'est un peu ce qu'on a parlé, c'est d'arriver à garder cet esprit start-up, et on est 450, et on va encore continuer de grossir, évidemment, il y aura un peu plus de process, ça va avec n'importe quel scaling de boîte, ça c'est évident, mais de garder cet ADN qui est très sur l'intuition, très sur l'innovation, voilà, essayer de garder cette chose-là, alors qu'on sait que plus on grandit, plus il y a de gens différents, la culture peut se diluer un petit peu, et ça, c'est le plus gros challenge, je pense qu'on a. Voilà. Très chouette. Très chouette, et du coup, j'imagine que tu vas porter... Je vais essayer. cette démarche. Excellent. Merci Benjamin pour ce super témoignage, et je pense pour la richesse de cet échange. Si on veut échanger avec toi, j'imagine qu'on peut t'écrire, s'il y a des réactions, bien sûr, quelles qu'elles soient. Voilà, on peut m'écrire, je ne sais pas, sur LinkedIn, ou peut-être pas donner mon mail, mais c'est facile à trouver avec Winamax, mais si, on peut, avec plaisir, je répondrai aux questions. Si, je ne sais pas, si sur le podcast, il y a des commentaires, je serai disponible. Excellent, peut-être t'affronter. Bien sûr. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet, et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!